Bonjour et bienvenue à On Jazz, le 1er avril 2019. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Dansereau. Hello, my friend. Salut, Martin. Pas de poisson d'avril? Non, pas de poisson d'avril. En tout cas, pas ce que je cherche. Canadien pas en série, ce n'est pas un poisson d'avril. Et Marc Bergevin va s'entretenir avec la presse et on espère que ce ne sera pas un poisson d'avril également. Devrait remplacer Claude Julien au Lutrin pour venir s'entretenir avec les journalistes. Et aussitôt que Bergevin se présente au Lutrin, bien sûr, on va vous présenter son point de presse en direct. Tout de suite, sachez que le Canadien a remporté son match contre les Jets de Winnipeg samedi, que les Blue Jackets et les Hurricanes ont repris leur match en main hier dimanche. Les Blue Jackets sont emportés face aux Sabres de Buffalo, sont maintenant à 94 points. 93 points les Hurricanes. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu contre les Penguins de Pittsburgh hier. Donc, tout le monde est à le même nombre de matchs. Ça fait 92, 93, 94 poins. Donc, non seulement le Canadien se doit de gagner ses 3 prochains matchs, mais également doit espérer de l'aide de ses adversaires. Je vais vite, là. Les Hurricanes, oui, ce soir, demain soir, ce sera corsé contre Toronto, mais après ça, c'est New Jersey, si ma mémoire est bonne, et Philly. Donc, c'est un peu facile de ce côté-là. Et du côté de Columbus, qui semble avoir pris leur envolée. Demain soir, c'est Boston à domicile. Puis après ça, on s'en va pour un 2-2. Affronter les Rangers et les Devils, eux aussi, si je ne me trompe pas. Tandis que les Canadiens, eux, vont se claquer le Lightning de Tampa Bay. Côté positif, si vous voulez l'être, le Lightning sera sur un 2-2 sur la route, sans Victor Edmond. Vasilevski, qui devrait peut-être jouer ce soir face aux Sénateurs d'Ottawa. Donc, on aurait peut-être Eddie Pasquale qui garderait les buts pour le Lightning de Tampa Bay demain mardi face aux Canadiens de Montréal. Après ça, on s'en va à Washington. Et après ça, on revient à Montréal pour les Leafs de Toronto, pour qui ça va pas bien, mais pas du tout. Et je vais jouer l'inverse. Peut-être que c'est Vasilevski qui va être devant le filet contre les Canadiens si on met Pasquale devant le filet ce soir contre les Sénateurs d'Ottawa. Je ne sais pas, Martin, là, mais si le Lightning veut affronter, évidemment, ça va être le 8e rang. Est-ce que tu vas affronter Carey Price ou tu vas affronter Curtis McElhinney ou Peter Mrazek? Ça serait comme dire qu'ils veulent choisir. Des fois, à choisir, tu prends pire. Peut-être, mais moi, je mettrais Vasilevski contre le Canadien demain. Mais... OK. On va y rejoindre Gaston Terrien tout de suite. Salut, mon Gaston, comment ça va? Salut, Martin. Salut, Luc. Ça va très bien. Good. Premièrement, à l'entraînement, j'ai les trios devant moi. Je te laisse. Je ne sais pas si tu veux que j'y aille ou tu veux y aller avec ce que tu as vu à l'entraînement. Il y a un changement majeur. Majeur, c'est pas vrai. Sur le 4e trio, c'est du côté gauche. Kotkaniemi était avec Thompson et Paul Byron, qui est de retour au jeu à la surprise de tout le monde. Mais je pense que ça pourrait être Deslauriers qui va être laissé de côté. Quand je regardais la situation là, des trios, c'est Kotkaniemi, Thompson et puis Paul Byron. Donc, on a bien aimé le trio de Drouin, centré de Will et Armia, on les a bien aimés sur la route. Oui, on les a aimés. Je pense qu'ils ont bien travaillé aussi. Le Canadien, du côté de Winnipeg, a joué un match presque parfait, sauf que du côté des Jets, on a lancé souvent la rondelle en fond de territoire, mais on n'a jamais eu la vitesse et l'échec avant que Columbus a eu. Donc, le copier-coller, c'est pas fait et le Canadien en a profité. Il y a aussi le fait que du côté du Canadien, c'est pas facile, mais à chaque match, depuis quelques matchs, on joue le couteau sur la gorge. On n'a pas le droit à l'erreur. Price doit être bon, les joueurs doivent être bons, disciplinés. Donc, le Canadien en a profité. Mais comme tu l'as dit en début de reportage, ils sont quand même aujourd'hui à 1 point d'une place dans la série. Oui. Et tout de suite, là, mettons qu'on voudrait anéantir le débat. Kotkaniemi qui se ramasse à l'aile gauche, est-ce qu'on relance un débat, c'est un centre, c'est un allié, ou on arrête ça tout de suite en disant c'est un centre qui a 18 ans et il sera un excellent centre dans la Ligue nationale de hockey? Il va être un excellent centre dans la Ligue nationale. Je pensais même, moi, que peut-être que sa saison à lui était terminée, la saison régulière. Pourquoi? Parce que je me disais, est-ce qu'on va enlever Deslauriers? Est-ce qu'on va enlever Pekka? On ne savait même pas. Personne, tout le monde était surpris. Personne ne s'attendait à voir Paul Byron avoir un chandail blanc puis patiner, puis il semble prêt à jouer, à moins d'un avis contraire jusqu'à demain. Moi, je pensais, j'ai dit, on ne va pas réintégrer, on ne va pas repositionner Kotkaniemi au centre, 3e trio. Donc, de le voir à l'aile gauche, est-ce qu'on a eu vraiment besoin d'avoir un gars comme Deslauriers contre le Lightning de Tampa Bay? Peut-être qu'on pense que non, et c'est pour ça qu'il est à l'aile gauche. Mais ça ne veut pas dire qu'à Washington, Kotkaniemi va être de la formation. On sait qu'il joue beaucoup mieux à la maison que sur la route. Oui, et il n'est pas le seul, tu sais. Dans le fond, contre Winnipeg, le Canadien a bien joué, n'a rien donné. Mais exemple, quand le trio de Deslauriers, Thompson et Pekka embarquaient sur la glace, mettaient de la pression, sortaient la rondelle au pic par appel, puis il allait changer, puis moi j'applaudissais dans mon salon. Là, bravo les gars, bon petit chiffre, ça fait un de moins, tu sais. Oui, exactement. Puis le but de ce trio-là était de mettre de la pression en zone ennemie,
de donner un peu de repos aux autres trios qui peuvent te donner un peu plus offensivement. Ils ont rempli le mandat. Du côté des Jets de Winnipeg, c'est une grosse formation. C'est une équipe qui est pesante. Bufflin était de retour, donc c'était un gros bonhomme ça, à aller dans les coins de patinoire, travailler un contre lui. Moi, j'ai rien à reprocher à qui que ce soit au match contre les Jets de Winnipeg. Pourquoi? Parce que tout le monde a rempli le rôle qu'on demandait d'eux autres. Et même si le Canadien a marqué dans un filet désert, moi, je pense que le Canadien a joué de loin un meilleur match que les Jets de Winnipeg, qui m'ont pas du tout impressionné. En tout cas, je ne mettrais pas d'argent pour la Coupe Stanley pour eux autres cette année. Absolument. Puis, information qui vient de rentrer, ce n'est pas confirmé pour Vasilevski ce soir contre Ottawa, mais il est le premier gardien à avoir quitté l'entraînement ce matin, donc devrait avoir le départ contre les Sénateurs d'Ottawa. Est-ce qu'il aura un 2-en-2 contre le Canadien ou ce sera Eddie Pasquale qui sera contre le Canadien de Montréal? Dossier à suivre. Et Victor Edmond n'a pas patiné, blessure au haut du corps pour Victor Edmond. On essaie de trouver des bonnes nouvelles où on peut, mon Gaston. Oui, mais c'est correct. Puis il reste que du côté d'Edmond, il va être certainement un des finalistes pour être nommé meilleur défenseur de la Ligue nationale. Donc, c'est une lourde perte défensivement. Mais si jamais Tampa Bay disait ou perdait le match en disant « Ouais, mais il nous manquait Edmond », on pourrait peut-être un peu en douter parce que c'est une formation qui est équilibrée, il y a beaucoup d'offensives. Moi, je pense que du côté de John Cooper, il y a des temps de glace qui vont être un peu moins pas axé, mais ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de jouer Stamkos peut-être 20 minutes par match ou 18 minutes par match, on va peut-être le jouer 13-14 minutes jusqu'à la fin de la saison. Sauf que lorsque tu lèves le pied et que tu arrives dans les séries, et là, il va y avoir une pression énorme sur le Lightning de Tampa Bay dans les séries parce que là, on pense qu'il se dirige vers une Coupe Stanley. Si tu as levé le pied un match, 2 matchs, 3 matchs, il faut repartir la machine là, pour se donner là, de l'émotion puis de l'intensité. Moi, je crois pas à ça. Mais je pense que du côté de John Cooper, j'ai hâte de voir comment il va réagir. En partant, la logique, c'est Luc qui l'a dit en début de reportage, Martin, on devrait jouer Vasilevski à Montréal. Un 2-en-2, tu joues contre ta meilleure équipe. Là, on enlève Vasilevski, puis on dit, oh, c'est mieux Sénateur, c'est un peu moins dangereux ou Conto. Faut pas choisir, tu l'as dit. Quand tu choisis, tu peux te faire taper ses doigts. Oui, tu prends paix. On rappelle aux gens qu'on est en attente du point de presse de Marc Bergevin. Gaston, quand Marc va arriver, on va se laisser pas te garder au téléphone pendant que tu es en déplacement. Je ne sais pas si on va s'en parler après, mais je sais qu'on se parle demain avant le match. Fait que je passe mes sujets là, rapidement pour jaser avec toi. Tu sais, le Canadien a joué un match parfait. Ils n'ont rien donné aux Jets. On va se le dire, tu avais dit toi-même, le Canadien va être en série si Carey Price est des étoiles à tous les matchs. Il ne l'a pas été à Winnipeg, non. Il ne devait pas l'être. Pas une fois, on a fait une chance que Price a sauvé celle-là. Ça, c'est vrai, tu as entièrement raison. C'est pour te dire que le Canadien a vraiment joué un gros match de hockey. Ils étaient prêts, ils ont patiné, ils se sont servis de leur vitesse, mouvement. Puis Carey Price a fait des arrêts, mais comme un gardien de but normal, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu à être le gardien de but vedette de ce match-là. Et le Canadien a gagné. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour Claude Julien. Son équipe est prête. Maintenant, est-ce qu'il est capable ou les joueurs sont-ils capables de maintenir ce même rythme-là? C'est-à-dire jouer des matchs quasi parfaits contre des équipes comme Tampa Bay, à Washington puis contre Toronto. Moi, tu vas rire, mais Toronto, c'est drôle, ils ne font pas peur. Je ne sais pas ce que cette équipe-là a, mais je pense que le Canadien peut facilement les battre sur la vitesse. Et quand je regarde la situation dans le cas de Toronto, je me demande si défensivement, on ne s'implique pas. Pourtant, Tavares, c'est un des joueurs les plus complets de la Ligue nationale. Est-ce que c'est le gardien Anderson qui ne fait pas le travail? Est-ce que c'est les défenseurs? Mais il y a un problème à Toronto. Je ne suis pas certain qu'ils vont passer à la première ronde des séries. Gaston, j'essaie vite. Une petite dernière de Dominique Saillant vient de rentrer, fait que Marc devrait revenir pas long. On demande au monde, le Canadien a gagné son match, parfait, mais les équipes qui ont rattrapé les matchs en main, Columbus a gagné. Comment tu te sens ce matin? Tu es toujours aussi confiant? Tu es pessimiste parce que Columbus a gagné? Comment tu te sens ce matin? Non, je me sens bien. Je sens que le Canadien a une chance de faire des séries. La seule chose, comme entraîneur, je l'ai vécu. Quand tu gagnes, tu es obligé de t'informer des résultats des autres. C'est que tu es en arrière, c'est pas facile. Et là, il reste que 3 matchs. Fait que c'est dire que si le Canadien gagne mardi et les autres gagnent aussi, il va en rester juste 2. Ah ouais. Et moi, je pense que la course va se faire entre la Caroline et le Canadien. Du côté de Columbus, les Blue Jackets, le Canadien a besoin de 2 victoires pour passer devant eux autres. Ça va être de la peau, c'est sûr. Puis c'est les Canadiens qui ont les matchs les plus difficiles. D'ailleurs, mardi, tout le monde a un match difficile. Ouais. Moi, je trouve qu'après les matchs de mardi, on va avoir une petite idée. J'ai encore du temps. OK, j'ai le choix choisi. Gros chambardement de trio chez Tampa ou Paul Byron.
Même s'il avait mal à la tête et il décide de jouer, il n'y a rien que tu peux faire. C'est ça le problème de la bête des commotions. Hein. Les gars, quand ils sentent qu'ils peuvent revenir, prêts, pas prêts, ils peuvent dire « je suis correct » puis ils vont. Là. Bien, je pense que la décision appartenait à Paul Byron. Il n'y a personne d'autre que lui qui peut le dire. Maintenant, en parlant avec le médecin a dû le prévenir de plein de choses. Est-ce que le Canadien fait des gros changements de trio? Je pense pas. Du côté de Tampa Bay, j'ai l'impression que n'importe quel trio que tu fais à Tampa Bay, tu as des bons joueurs là-dessus. Fait que tu peux mettre les noms dans les chapeaux. C'est une machine à marquer des buts. J'ai hâte de voir comment maintenant va être le niveau d'intensité contre le Canadien. C'est facile de dire on a du talent. Et si on lève le pied, c'est là que ça pourrait être très important pour le Canadien de Montréal. Si Pasquale est dans le net, Edmond n'est pas là, McDonough, Cernak, les paires défenseurs, Coburn, Sergachev, sa deuxième paire, et Gans ainsi que Ruta, sa troisième paire. Je pense que le Canadien peut marquer des buts contre cette machine-là, tout en essayant de délimiter. Palat, Stamkos, Joseph ce matin à l'entraînement, Gourde avec Pointe et Kucherov, donc c'est le retour de Gourde. Tyler Johnson avec Cirelli, Killorn et TJ Miller avec Paquette et Ernie. Le seul ennemi du Canadien avec Tampa Bay, le problème, c'est qu'eux autres, ils aiment contrôler la rondelle. Fait que c'est pas des joueurs qui aiment se débarrasser, ils contrôlent. Gage, je t'arrête. Marc vient d'arriver. Oui. On se rejase cette semaine. Salut, bye. Bye, attention à toi. Juste 2 questions à répondre, c'est tout. Fait que choisissez, là, je sais pas c'est qui, là. Poisson d'avril. En français et en anglais. Ouais. Qu'est-ce qui fait, Marc, que ton équipe, selon ton évaluation de directeur-gérant, est encore là aujourd'hui à se battre pour la dernière place en série? Dans l'ensemble, on a eu un très bon début de saison. On a été capable. Les blessures ont été minimes. On a eu chier au début de la saison, mais dans l'ensemble, on a un peu des blessures à long terme. Ça l'aide beaucoup. Puis, écoute, on va reculer juste 2 joutes. On va à Columbus jeudi, puis très bonne première période, mais en deuxième, troisième, tu as vu qu'on n'a pas relevé le défi. Puis on va à Winnipeg, une très bonne équipe, puis we bounce back. Fait que tu vois le caractère de l'équipe. Fait qu'en ensemble, c'est ça qui s'est passé durant toute la saison. Dans les dernières semaines, vous êtes rencontrés, les directeurs généraux. Je n'étais pas là, mais on a raconté, entre autres, que vous avez peut-être parlé du format actuel pour accéder aux séries. Vous êtes une des équipes qui allait dépasser le cap des 40 victoires, puis on ne sait pas si vous allez être là, Marc, au dernier match. Vous n'êtes pas les seuls là-dedans. Est-ce qu'il est temps de regarder le système actuel, vu le niveau de compétition que vous avez à faire face comme équipe dans la Ligue? Mais ça change. Ça peut changer d'année en année. Hein. Alors, l'année prochaine, ça peut être le contraire. Tu es une équipe qui a 85 points et tu rentres dans les séries. Alors, ça appartient à la Ligue. Puis pour l'instant, on va gérer les règlements qui sont là. Puis nous, il nous reste encore 3 joutes. Puis on espère de faire les séries. Mais vous en avez discuté. Il y en a été question. Pas beaucoup, honnêtement. Non, je pense que ça va être plus pour les meetings de juin. Jonathan, Marc-André, Richard Levé. Depuis quelque temps, le temps de jeu de Jonathan Drouin a diminué un peu. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète? Moi, non. Oui, autant au niveau personnel, tu n'as pas peur que lui soit... que ça le brise ou que ça le... Non. Non. Pas de discussion à ce niveau-là. De discussion. Avec lui pour... non, ça, c'est Claude, puis les coachs qui s'en occupent. Puis, je pense en ce moment, en général, son temps de glace est 3e parmi les avants, pas loin de 17 minutes. Puis, aujourd'hui, l'essentiel, c'est de remporter des matchs. Puis, je pense dans les 7 dernières rencontres, on a allé chercher des points dans 6 des 7. Alors, pour l'instant, il faut gagner des matchs. C'est certain que Jonathan peut nous aider. Puis, il y a une période difficile, mais... écoute, en ce moment, c'est vraiment en tête, puis il faut gagner des matchs. Avec Philippe Dano qui a gagné le trophée Jacques Beauchamp, est-ce que ça représente ton meilleur coup, ça? Mon meilleur coup? Aller chercher Philippe Dano. Ben, écoute, tu regardes en avant, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, tu peux évaluer, mais c'est certain qu'il y a une raison pourquoi Chicago a fait l'échange, puis... quand tu échanges un jeune joueur, ça peut aller d'un bord ou l'autre. Philippe, il fait du bon travail pour nous. Puis, je ne peux pas rentrer dans les détails qui est bon, pas bon coup. Tu fais des échanges, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne moins bien. Puis, that's it. D'après toi. Charles et Rick, les two comments. Oui, Marc, est-ce que officiellement, Paul Byron a subi une commotion cérébrale sur le... On ne parle pas des blessures.
Puis là, quel est son statut au moment où on se bat? C'est day to day. Demain, on va en savoir plus s'il peut participer au match ou pas. En ce moment, je pense qu'il finit aujourd'hui de rencontrer des docteurs. Puis on va en savoir plus à la fin de la journée ou demain. Pour le match de mardi, qui est demain. Mark, just a couple quick ones. You signed Ryan Poehling. He's coming to the team. He burns a year of his contract. Why now? Why do it now? He's ready to turn pro, in my opinion, in our opinion. Our assessment of the young player for what he's done the last few years, we feel it's best suit for him to turn pro and start his pro career and, becoming an NHL player. When you spoke around the deadline, you had spoken to the fact that it'd be pretty difficult for a player of his status coming from the NCAA to jump into the heat of a playoff race like the one you're in. Do you see it as a possibility that he could be a player that Claude uses between now and the end of the season while you're still in that race? Yeah, tough to say. I mean, he's not going to play tomorrow, obviously, and after that, we'll evaluate. He hasn't, I think he's coming in late tonight, so I don't know. There's 3 games left, so we'll see. Claude, your team surprised a lot of people this season. C'est Claude. So not used to having you. I go get him if you want. Mark, your team's surprised a lot of people this season. At this point, even if you don't get into the playoffs, is this season considered a success? Whew, that's a tough question because we all want to win, we all want to have success, our ultimate goal is to win a Stanley Cup, so the first step is to make the playoff. And yeah, obviously, after the season we had last year, not many people thought we would be here today. So obviously, in a way, it is good. But you're asking me with 3 games left when we know we have a chance to make the playoff, it'll be difficult. But overall, I think we came a long way. We still have a pretty young team, and we'll evaluate at the end of the year, but hopefully we'll get in. When you see where you are right now, when you look back at the trade deadline, is there a part of you who wishes maybe you did a little more, or are you happy with the way things worked out and with the moves that you made at that time, the way they... Yeah, no, I mean, like I said, I was aware of what the price was to pay, and, just a small example. Sometimes the little things you make at the deadline pay dividend, and we've looked, so far, I think Wheeler, points per game, he's among the best players who win as a rental. So did I think he'd perform at this level? No, but I knew he was a good player that could bring some intangible to our team. And, sometimes it's a fit, and he's been a good fit for us. Dan, Chantal? You mentioned about Poehling. You think he's ready to turn pro. Lots can happen in the summer, and who knows what the roster will look like next year. But do you, just from what you've seen of him, is there a possibility he can play next year, or do you think he'd be better served a year in Laval? Well, there's a possibility he could play next year. I mean, all based on, we'll see him now for the next little while here, and then, the summer, how he'll prepare himself, training camp, rookie camp, and like a year ago, you would have said at the draft, it was KK, would he make our team? Yeah, I said, I don't know, probably go back, but we'll leave it open. So it's same thing with Ryan, we'll leave the door open, and if we feel he's ready, he could help make the job, he'll play here next year. À propos de Poehling, tu dis tantôt à Éric qu'il était prêt à jouer professionnel. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce que tu aimes chez lui? Bien, je l'ai vu jouer au championnat junior à Vancouver, puis il a très bien performé. Puis aussi, le niveau de jeu au collège, c'est un bon niveau, mais pour augmenter sa progression avec notre personnel, on croit que c'est mieux pour lui. C'est certain qu'il va y avoir une période d'adaptation, c'est certain qu'il va y avoir des périodes difficiles, mais c'est le temps pour lui, d'après ce qu'on voit, qui tourne professionnel. Quand je dis professionnel, peut être à Montréal, peut être à Laval, mais professionnel. Alors, avec une bonne été devant lui, puis l'expérience qu'il va prendre ici, j'envisage un très bon joueur de hockey pour l'avenir du Canadien de Montréal. Est-ce qu'il pourrait être inséré dans la formation d'ici la fin du calendrier? Une possibilité, je te dirais, c'est probablement mince, mais toujours une possibilité quand le joueur est ici. C'est certain que mardi, je vous le dis, je n'aurai pas mardi, là, mais après ça, on va s'asseoir puis que l'autre va décider. On va devoir pratiquer. Je pense que demain, je ne sais même pas s'il va pouvoir embarquer à cause des tests, là, mais il faut voir qu'il pratique le système de jeu, tout ça. Alors, c'est un peu vite, c'est un peu pressé, mais encore là, on va l'évaluer. Marc,
Marc, ça en a touché un mot tantôt, mais c'est la dernière semaine. Au début de la saison, c'était vous autres contre la planète. Il reste 3 matchs. On regarde ça et on se dit, ça va être dur. Dans quel état d'âme, toi, tu es cette semaine, au moment où on se parle, quand tu regardes ça? Comment, c'est quoi ton... Ben écoute, je suis nerveux parce que, tu sais, demain, je vais aller voir un match comme vous, puis tu peux pas rien faire. Là, tu regardes, c'est sûr que le niveau de nervosité monte, mais fier d'être encore à se battre pour les séries. Puisque, encore, on a 92 points. On peut finir si, encore là, on rencontre les 2-3 prochains, on peut quasiment à 100 points encore. C'est une très bonne saison. C'est certain que perdre les séries, c'est une chose qui est évaluée, mais encore là, la progression que l'équipe a pris cette saison, je pense, on a quand même un bon niveau de jeunes joueurs. C'est impressionnant. Puis c'est le fun pour les partisans aussi d'avoir une semaine, 3 gros matchs en commençant demain, que tout est possible. Est-ce que tu dis, on a fait tellement de choses cette année, on aurait dit trop loin pour passer à côté? Ça serait une déception, là. Mais là, tu sais, vous êtes là, envers et contre tous, vous êtes là. Oui, c'est certain que ça serait une déception de ne pas le faire, 100%. Mais tu sais, aussi, tu regardes, tu dis, OK, bon, il y a des parties qu'on a perdues avec une minute ou des points qu'on a perdus, mais c'est la même chose pour la Caroline, c'est la même chose pour Columbus. Alors, il y a toutes les équipes durant la saison, il y a des joutes que tu as perdues, que tu aurais aimé gagner à la fin. Puis à la fin de la journée, c'est le classement, ce que le classement est. Alors, un gros match demain. On ne peut pas en gagner 3 demain, on peut en gagner juste une. Vous avez signé Poehling, Josh Brook, Caden Primo, il y en a peut-être d'autres qui vont arriver sous diverses formes. Quand tu regardes la quantité de choix au pêchage que vous avez eu dans les 2 dernières années particulièrement, puis la qualité des prospects qui s'en viennent dans le pro, est-ce que ce groupe-là a une importance différente, particulière par rapport au renouvellement de votre équipe comparé aux prospects qu'il y avait avant? Parce qu'on a l'impression qu'il y en a plus maintenant. Oui, c'est comme un cercle qu'on a fait. Je suis arrivé ici, on avait une équipe qui avait manqué les séries, mais on avait encore une équipe qui avait un bon noyau. Puis on avait des bonnes saisons. Alors, on donnait des choix à date des échanges pour aller chercher des Petrie, des Vanek. Puis l'an passé, je pense que le cercle a terminé. Puis là, on s'est dit, OK, on va faire un reset, que je sais qu'on a ri de moi beaucoup, là, mais on a fait un reset. Puis là, on fait un changement avec les jeunes, puis on essaie de garder nos choix, puis rebâtir ce qu'on avait laissé partir pour prendre une année. En 2014, on s'était rendu en finale de conférence. Alors, ce groupe-là a changé, puis là, on commence avec un nouveau groupe, puis on rebâtit. Puis je pense, dans l'ensemble, tu peux demander à beaucoup de gens dans le hockey, notre jeune groupe de jeunes, que ce soit des Poehling, Suzuki, Brooks, entre autres, parmi Romanov, parmi les meilleurs dans la Ligue. Je ne dis pas qu'on est les meilleurs, parce que le temps va le dire, mais je pense que si tu avais à mettre le groupe, on est parmi dans le groupe qui sont les plus jeunes qui s'en viennent. Par ailleurs, il y a quelques années, vous aviez signé Charlie Lindgren comme joueur autonome. De manière générale, quand tu sondes le terrain auprès des joueurs autonomes du collège, de quelle manière le Canadien de Montréal est reçu? Est-ce que vous sentez que vous êtes dans le coup pour les différentes négociations? Et cette année, est-ce que tu penses que le poisson peut mordre à quelque part? Oui, écoute, souvent, on a rencontré des joueurs. J'ai fait des démarches. Je me souviens, moi et Scott Mellenby, il y a 2 ans, on est allé rencontrer un jeune avec ses parents. En dernier, au début, il y avait peut-être 10 équipes. En dernier, on est les 3 finalistes. On ne l'a pas eu. Souvent, c'est ça. Souvent, ce qu'ils regardent, c'est pas Montréal, c'est l'organisation. OK, mettons que c'est un joueur de centre, il va dire, OK, bon, ils ont Max Domi, ils ont Dano, ils ont Poehling, ils ont peut-être Suzuki, ils ont peut-être ma place, c'est peut-être pas à Montréal. Alors, ils voient un endroit qui a plus de chances. C'est souvent avec comme équipe que l'environnement. Parce que Montréal, je pense que c'est un endroit que les jeunes des collèges aimeraient jouer. C'est une belle place, c'est les Canadiens de Montréal. Mais souvent, ça a plus rapport avec l'ensemble de l'alignement, les jeunes qui s'en viennent, puis dire, OK, je pense pas que ça va être plus difficile à Montréal qu'à Buffalo, Toronto, whatever. Hey, Mark. I have a couple of different, if you don't mind. The first one, everything that Claude decides to do with Kotkaniemi gets scrutinized like crazy. He sits him out, people are worried.
as far as the GM and looking at a young player that you use a number 3 pick on, how the value of his development in the NHL this season, and what do you see in him now compared to what you saw in him in training camp? And does it concern you at all that Claude needs to use some tough love with him at this time? Not called tough love. I think it's what you see. So we have an 18-year-old kid that came, not out of nowhere because obviously he was 3rd overall, but he had a really good start. And then for him, this is a lot of hockey for an 18-year-old. And at some point, when his play or his confidence start to get to a point where he's not performing in it and he's hurting himself and the team, that's when you pull back a bit, and that's what Claude has done, and he's got my support on that. But do I think one bit that's going to hurt him for the future? Not one bit. I think it'll make him a better player, and I think, even next year as a 19 and 20, I mean, again, he's 18 years old. Think about King when he's 24, 25 years old, what kind of player he'll be. Secondly, you mentioned the character of the team that the team showed in Winnipeg, bouncing back from the tough loss, but it's a quality I think you emphasize in players and teams and what have you. If you look in the run, let's say over the last month, the Canadiens have had a number of big games where they could have really made a jump in the standings. And it seems more often than not in those specific games, Columbus, Carolina, the one in Toronto where they were leading 3-0, it didn't quite meet the magnitude of the game. Is that a concern to you in any way? I know it's a young team, but does that specific inability to sort of rise to those occasions concern you? No, that's looking at the other side, meaning the glass half empty. The game in Carolina, I thought we played hard, we played well. I mean, if you watch the game with 4 minutes left, he hit Benny's shin pad and went in. That's bounces, don't go your way, and we lose in overtime. So I thought effort was there. It was a back-to-back. I think it was 4 and 6. I can't ask for more, of that team. And you mentioned the game in Toronto, just another one, 3-0 start. Toronto's a team that, they can't beat Ottawa, it seems right now, but they beat us. So that sometimes you have a matchup, it works well, and we had some ups and downs, but I think overall, if you look at the overall pictures, I think we came a long way from where we were a year ago, and that's what I base my assessment on our team. Éric Leblanc, John Lou. Marc, tu disais tantôt pour Poehling que vous pensez que c'est mieux qu'il devienne professionnel. C'est quoi ton opinion par rapport à Cayden Primo? Puis tu le places où environ dans l'organigramme des gardiens? Derrière Price, on dirait que c'est difficile de voir celui qui va émerger après Carey. Probablement, c'est un gardien très, très bonne saison, surtout vers la fin dans les tournois qui ont Northeastern. Puis c'est un gros gardien. Puis un gardien, ça prend toujours un peu plus de temps. Alors, il faut être patient avec les gardiens de but. Mais il s'en vient, il va être à Laval. Puis encore là, on va l'évaluer d'ici à la fin de la saison. Puis l'an prochain, go camp d'entraînement. Puis c'est certain que, écoute, tu as vu le jeune Hart à Philadelphie. C'est un très bon prospect qui est émergé. Alors, quand tu as des jeunes qui poussent, là, c'est de la musique à nos oreilles, ça. Mark, even though Paul Byron served that 3-game suspension, Mackenzie Weegar still challenges a smaller, shorter player to a fight, and Paul accepts. So, just wondering, what's your view of how that whole chain of events related to the code played out last Tuesday? Well, I mean, it's the sad part is Paulie got hurt. I mean, you don't want a player to get hurt. That's it's a hockey game, and Weegar asked him to fight. Paulie accepted, and he got hurt, and that's really sad for us. But he did serve his suspension, and I'll leave it to that. The league, it's 3-game, I believe, was Paulie, and but Weegar felt it wasn't enough, and Paulie want to respond. That belongs to him. Would you prefer he said no? Oh yeah, because he wouldn't got hurt. Is that a conversation that maybe someone should have had with him, because it was kind of foreseeable that Weegar was going to ask him to fight? Well, I honestly, I know we played one other game, neither of them played. So it was the first game they both played. Honestly, I didn't think crossed my mind that he was going to ask him to fight. I mean, those days are kind of gone now. There's not, one fight every 20 games now. So, but again. But that specific kind of fight happens relatively often where a guy hurt a guy. I mean, Shaw was mentioning when he went with Krug,
you know, I guess a couple of years ago, but still, that's a circumstance that you see. Yeah, but that's between two players. I mean, that's if you know, Paulie wants to fight, there's nothing I could do about that. I mean, it's you know, it's here at the moment. If your coach, your GM tells you not to fight, and it happened 100 times before. Guys still do it. It's an urge they have to do. So it's hard to tell unless it happens to you at that moment. Dernière question, Martin et Éric. Marc-Antoine, tu as parlé des jeunes collégiaux qui sont disponibles actuellement. Vous semblez avoir une porte d'entrée du côté de Saint-Claude. Est-ce que, avec votre premier choix, est-ce que vous avez de l'intérêt pour le défenseur Schmidt qui semble Schultz? Schultz ou Schmidt, ou en tout cas, je pense que c'est Schultz, c'est bien ça. Schultz, merci, désolé. Est-ce que vous avez de l'intérêt pour lui? On dit que c'est un des beaux talents à la défense qui est disponible actuellement. Écoute, encore là, Martin, il est venu à nos camps de développement. C'est certain qu'il y a une raison qu'il vient ici, mais tu sais, quand tu essaies d'aller chercher des joueurs ou tu discutes avec des agents, tu ne veux pas trop divulguer ton plan. Alors, c'est certain que c'est un jeune qu'on a amené ici. Puis on va... C'est pas grave, j'écoute ce qu'il se dit. Okay, merci, Martin. Eric, last one. Mark, if you had a couple reasons that you believe this team will make the playoffs, what would they be? Win the next 3 games. What's the reason I mean, I guess I'm biased. You know, it's our team. It's the team we put together. I don't know. I like to believe we had a fun season. I think our fans should be proud of the team that performed this year. We had some, there's always peaks and valleys during a season, unless you're Tampa Bay this year, which they're probably Florida. But everybody else, if you look at the standing, how tight it is. Over 80 games, over 7 months, 2 wins makes you jump 4 or 5 teams. That's a bounce here and there. It's a penalty here and there. So overall, I think we had a good season, but it's not over yet. We have a big game tomorrow, and we'll see what happens. Thank you, merci. Ben voilà, c'était Marc Bergevin. Beaucoup de choses. Réagissez sur nos pages sur Facebook ainsi que sur notre page On Jase. A aimé le début de saison du Canadien. Il y a eu des beaux débats. Pourquoi il explique la saison comme ça? Puis je vois rapidement, là, vous l'avez entendu. Ouais. Fait que je passe la gratte au cas qu'il y ait des réponses qui aient été en anglais et que vous n'aviez pas saisi. On était chanceux, pas beaucoup de blessures à part Weber en début de saison. C'est une équipe qui a toujours su rebondir comme elle l'a fait à Winnipeg. Drouin, pas inquiet pour son développement. Présentement, là, je pense que dans 6 des 7 derniers matchs, on a récolté des points. Dano, bien sûr, il trouve que c'est un bon coup. Il y a quelqu'un qui a demandé voir si c'est un bon coup. Il dit, ben oui, c'est un bon coup. Barron, on va attendre demain, toujours considéré comme au jour le jour, va rencontrer les médecins. Il a dit que c'était pas à lui à dire à Barron de se battre ou pas se battre. Poehling, il pense qu'il est prêt à faire le saut suivant. L'apprentissage dans le collège, il pense qu'il n'y a plus rien à apprendre de ce côté-là. Lui, il dit on verra s'il jouera, mais c'est parce qu'il n'est pas arrivé encore. Il n'aura peut-être pas passé son physique pour pratiquer avant même le match de mercredi ou jeudi. Donc, oubliez ça. Le Poehling, selon moi, ne jouera pas avec le Canadien, à moins qu'il y ait 4 gars qui se blessent. Là. Il a été timide quand il est venu le temps de dire la saison serait-elle un succès sans les séries éliminatoires. Il est content de ce que ça donnait, surtout avec les attentes qu'il y avait. Mais il ne peut pas envoyer le message de dire « Ouais, je vais être content si on n'a pas les séries à son vestiaire. » Et je vais vous donner le point inverse. Chez Weber, dans le vestiaire, avec sa prestance et son intimidation, on lui a demandé s'il était content de la tâche qui avait été accomplie. Il dit rien qui était accompli. Puis il dit même si tu gagnes la première ronde, il n'y a rien qui a été accompli tant que tu n'as pas gagné la coupe. Après ça, il a regardé les journalistes. Ils ont fait bon, c'est bon, on va y aller. OK, on va y aller. Fait que lui, il a beaucoup moins été en demi-teinte. Jordan Will, très content, il a voulu mentionner. Tu sais, c'est pas un câble, il savent les statistiques. De tous les joueurs qui ont été acquis à la date limite des transactions, c'est pas ça que tu as payé le plus cher. Mais là, il dit Jordan Will est parmi les meneurs pour les points par match depuis la date limite des transactions parmi les joueurs qui ont été loués. Caden Primo, regarde, il a donné l'exemple de Hart. Des fois, ça va vite, mais normalement, un gardien de but, ça va plus lentement. On verra avec. Dans le fond, il est venu donner un congé avec Claude Julien. On n'a pas pris grand-chose. Absolument, absolument. C'était un peu prévisible à ce moment-ci. Mais c'est quand même intéressant, l'ajout de Ryan Poehling. Il a parlé un peu de Caden Primo. Tu as raison de le mentionner. C'est un petit congé à l'entraîneur. En même temps, c'est un peu rafraîchissant de le voir. Il était de bonne humeur. Il était de bonne humeur, calme. Il reste 3 matchs. Ça, il n'y a pas de problème.
Voilà, les gens se sont exprimés sur nos pages aussi. Ils ont dit que pour eux, c'est quand même une bonne saison, même s'ils ne font pas les séries. Donc, moi, je lisais pendant le point de presse. Les gens sont positifs malgré tout, puis il reste encore 3 matchs, puis les gens sont satisfaits de la saison. Puis nous, en tant que fans, on peut se prononcer sur ça, justement. Est-ce qu'on est satisfait, est-ce qu'on n'est pas satisfait? Je pense qu'on va rejoindre Pierre Lebrun, puis je pense qu'il va être d'accord avec moi. Là. Marc Bergevin ne pourrait pas dire autre chose. Pierre, salut. Oui, salut Martin, comment ça va? Ça va bien. Toi, je ne sais pas si tu as attrapé le bout où je parlais du point de presse de Marc quand on lui a demandé est-ce que la saison sera un succès si vous ne faites pas les séries. Puis il a vraiment été en demi-teinte. Il ne peut pas lancer comme message à son vestiaire que oui, si on ne fait pas les séries, ça va être un succès. Tandis que chez Weber, il a fait non, on n'a rien accompli. Même si on gagne la première ronde, on n'a rien accompli. Je pense que c'était ça qu'il fallait que Marc Bergevin réponde. Oui, il n'y a pas le choix, évidemment. Écoute, le Canadien, l'année passée, avait 71 points. Là, il y en a 92. Fait que je pense qu'un mathématicien pourrait donner la réponse sur Marc Bergevin si la saison est un succès. Là. Écoute, c'est toute une saison comparée à l'année passée. Puis écoute, la réalité, puis j'en ai parlé avant le match contre Columbus sur TSN juste avant le match, que la réalité, c'est qu'entre le Blue Jackets et le Canadien, qu'il y a tellement une différence de pression réelle. Ouais. Je dis pas de pression de perception ou de passion, mais de la pression réelle entre les deux organisations c'est complètement différent. Je veux dire, les Blue Jackets, non seulement ont tout vendu à la date limite, non seulement qu'ils ont donné quasiment tout leur choix de repêchage pour aller chercher Matt Duchene et Ryan Dzingel, Adam McQuaid, Keith Kincaid, mais en plus de ça, ils n'ont pas échangé Panarin et Bobrovsky, qui auraient pu amener des jeunes espoirs ou d'autres choix de repêchage. Fait que c'était des décisions incroyables. Moi, écoute, je pense que c'était les bonnes décisions de Jarmo Kekalainen. Moi, j'adore le courage, mais c'est drôle à faire la comparaison parce que, évidemment, le Canadien, c'est l'équipe avec l'histoire. C'est l'équipe des 24 Coupes Stanley avec les partisans passionnés, etc. Les Blue Jackets, ça se compare même pas quand tu parles du fait que c'est une équipe d'expansion il y a 20 ans. Mais entre les deux, présentement, réellement, il y a une équipe qui a beaucoup plus de raison que l'autre. Ça, c'est la réalité, même s'il n'y a pas personne qui va en parler. C'est comprenable. Oui, eux, ils sentent une pression de « on n'a jamais gagné une ronde, fait que c'est maintenant, puis go for it ». Puis la chaîne est embarquée. Aussi. Oui, puis la chaîne est embarquée. Là, on a l'impression, autant on a l'impression que personne ne se comprenait dans ce line-up-là. On a l'impression qu'avec la victoire face aux Islanders convaincante, 4-0, et la victoire face aux Prédateurs aussi convaincante, j'ai l'impression que la roue est partie du côté des Jackets. Puis, tu sais, contre le Canadien était extraordinaire pendant 12, 13, 14 minutes. Mais plus ça avançait, plus on sentait que le Canadien se faisait bulldozer par cette quatrième ligne, encore une fois. Tu sais, comme on parlait de la quatrième des Islanders, comment ils sont bâtis par le bas avec la quatrième et la troisième ligne. Puis après ça, ils mettent leur joueur de talent en haut, ils brassent un peu. Mais la quatrième ligne de Foligno, bulldoze, tu sais, fait du dommage. Absolument. Puis, ce qui est intéressant, c'est que même à la date limite, j'en avais parlé avec Jarmo Kekalainen à la réunion des directeurs en Floride, les directeurs gérants, il y a toujours, tu prends vraiment une chance à la date limite parce que les joueurs qui arrivent de nouveau, des joueurs qui arrivent d'une autre formation, ça leur prend du temps à s'ajuster à leur nouvelle équipe. Puis c'est encore un plus gros risque quand tu amènes plusieurs joueurs, surtout des joueurs qui vont jouer des grosses minutes. Mais qu'est-ce que Jarmo Kekalainen, évidemment, espérait, c'est que ça ne prendra pas trop de temps. Puis écoute, c'est sûr que ça a pris plus de temps qu'il aurait espéré. On va être honnête, là. Mais finalement, ça a l'air à tout arriver pour Columbus dans le sens que les nouveaux joueurs sont ajustés, comprennent leur place. John Tortorella comprend un peu mieux comment les utiliser, etc. Puis, c'est pas juste les nouveaux joueurs, c'est quand tu as des nouveaux joueurs de même, ça affecte les joueurs qui remplacent, c'est les joueurs qui peut-être jouent un différent rôle ou jouent moins de minutes. Finalement, la chimie est là pour les Blue Jackets. Puis écoute, moi, c'est une équipe que moi, je pensais avant la saison aura dû se battre pour la première place dans leur division. C'est pas une équipe qui devrait être dans la lutte avec Montréal puis la Caroline pour la dernière place de la série. C'est une équipe sur papier qui devrait être là avec Pittsburgh et Washington.
Si Bobrovski n'a pas ses problèmes de début de saison, tu as raison, ils se battent pour la tête. Oui. Surtout que la division est proche. Hein. Je veux dire, il n'y a pas personne qui... Washington vont gagner, mais ils s'en allent pas que la division. Alors, c'est vraiment... je pense que le classement est juste ce matin parce que là, on est rendu que c'est Caroline-Montréal à 1 point de différence. Ça, vraiment, ça devrait être la vraie course. Parce que ces deux équipes, Caroline et Montréal, ils n'ont pas fait les séries l'année passée. Des équipes qui, ils surprennent. Je suis moins surpris par la Caroline. Je pense que c'est une équipe, quand on regardait les statistiques avancées, que tu pensais qu'ils étaient pour avoir une chance d'être meilleur cette année. Mais j'avais des inquiétudes avec leur gardien de but. Là. Mais en général, c'est une équipe qui aurait dû être meilleure cette année, puis ils sont. Mais quand même, une équipe qui surprend en général. Mais une équipe qui, si tu pensais qu'il était pour faire les séries, était probablement être 7e ou 8e dans la conférence. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Exact. Puis le Canadien, c'est une plus grosse surprise. Les gens sur Facebook, on va raccrocher. On va poursuivre la conversation avec Pierre sur notre page On Jase, c'est fait. Venez nous rejoindre. On va continuer avec vos commentaires. Vous avez été évidemment nombreux à réagir. Absolument. Vous avez une question pour Pierre Lebrun. C'est votre opportunité. Ne vous gênez pas surtout. La Caroline a perdu, c'est plus en demi-teinte depuis quelques temps, mais ils ont perdu contre des gros clubs. Ils ont perdu contre Washington 2 fois, ils ont perdu contre Pittsburgh. Il leur reste un gros club d'ici la fin du calendrier, mardi contre les Leafs de Toronto. Après ça, c'est des matchs qui devraient être plus faciles à prendre, Philly et New Jersey. Donc, mettons qu'on leur donne 4 points. Donc, on disait que ça laisse gagner à 97 points en série, mais si le Canadien, je pense, veulent rentrer, ça prend 3 victoires en 3, puis ça va se faire à 98 points rentrer en série, Pierre. Oui, c'est incroyable dans l'Est cette année. C'est comme les années qu'on avait dans l'Ouest pendant plusieurs années. Je ne sais pas si ça rappelle l'année dans l'Ouest, dans le temps, moi, quand j'étais à ESPN, que j'allais découvrir les équipes à laquelle je fournais chaque année, entre les Kings, les Ducks, les Sharks, parce que c'était fort à chaque année. Mais il y a une année, je pense que c'est il y a 4-5 ans, là, que toutes les 8 équipes dans l'Ouest avaient 100 points. Pas de farce. C'est quasiment de même dans l'Est cette année. En fait, tu regardes, on sent que le Canadien a eu un gros résultat samedi à Winnipeg contre les Jets, une équipe qui peut gagner la Coupe. Puis écoute, je suis encore d'accord que les Jets pourraient gagner la Coupe, mais c'est assez étonnant. C'est ça. Si tu regardes les Jets et les Prédateurs, c'est pas trop fort leur deuxième moitié de saison, ces deux équipes-là, au point que des Blues de Saint-Louis, avant la fin de la semaine, pourraient gagner la division centrale. Absolument, puis ils croient, puis c'est ça l'objectif. J'ai parlé avec David Perron, puis ils ne pensent pas rattraper Nashville. Leur target, c'est la première place, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Pas personne qui veut gagner la division, on dirait. Mais le point de l'affaire, c'est que, sur le côté de l'Est, tu fais vraiment, si tu fais une série, ça va te valoir, c'est sûr. Puis c'est correct. Ça, c'est une très belle expérience pour le Canadien. C'est chic si chez Weber et Carey Price reste sur le podcast avec nous autres comme c'est là, ils ne veulent rien savoir dans le point que je vais faire, là, parce que les autres, c'est des vétérans et ils veulent gagner. Ouais. Mais pour les joueurs qui sont plus jeunes sur le Canadien, l'expérience de ce qui se passe la semaine passée, cette semaine, d'une façon ou l'autre, je pense que ça les prépare bien pour la prochaine étape l'année prochaine. C'est fou, hein? Tu parles de quel point c'est serré, puis Marc Bergevin aussi en a parlé dans son point de presse. Là. Mais tout le monde, à un moment donné, va se regarder, puis j'arrête donc. Tu sais, exemple, à Carey Price, tu souviens tous ces 2 premiers mois de la saison, à quel point c'était pas le Carey Price qu'on voit présentement. Puis même lui, là, dans son chez eux, va faire « Hey, si je m'étais réveillé une semaine avant. » Tu sais, c'est tous des petits détails qui fait qu'à la fin, quand tu manques les séries par un point, quelqu'un, quelque part, fait « Hey, su. » Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il va y avoir des soirs. Moi, un match que j'avais travaillé pour TSN qui m'a vraiment déçu pour le Canadien, c'est le soir de la date limite des échanges à New Jersey. Contre une équipe des Devils qui ne voulait rien savoir de faire les séries, là, lose for you. Puis, tu sais, ils ont vraiment donné 2 points ce soir-là. Là. Si tu vas me forcer à prendre un match, là, je sais qu'il y a bien des gens qui vont peut-être prendre le match en Anaheim. Il y a d'autres exemples. Toronto qui menait 3-0, qui se sont fait remonter. Moi, je parle souvent de Tampa Canadien qui marque 5 buts contre Vasilevski, mais c'est Niemi qui est devant le filet, puis on perd en overtime. Il y en a quelques-uns là, qui sont mémorables dans le... Puis tu sais, moi, je disais à Luc tantôt, à quelque part, si le Canadien ne fait pas les séries, Pierre, il y avait la chance de battre les Hurricanes cette semaine, la semaine passée, ils ne l'ont pas fait. Il y avait la chance de battre les Blue Jackets, ils ne l'ont pas fait. Donc, logiquement, ces 2 équipes devraient passer devant eux. Oui, c'est ça, justement. Justement, c'est ça. Fait que, c'est 2 chances assez importantes. Puis, écoute, il a quand même joué. Moi, j'ai trouvé qu'on a très bien joué en Caroline, surtout. Puis, comme tu as dit, contre Columbus, c'était bon, à peu près presque à moitié d'un match. Mais après ça, ils se sont fait bousculer. Mais
Écoute, il y a encore une chance. Je veux dire, s'ils gagnent leurs 3 matchs cette semaine, je pense qu'ils rentrent. Une chose que je ne sais pas si tu as vu les nouvelles qui sortent d'Ottawa ce matin, Martin, mais Vasilevski, ça a l'air qu'il commence le match ce soir contre les Sénateurs. Oui, c'est ce que j'ai parlé. Il est sorti le premier de la patinoire. Ouais, c'est Adi Pasquale demain contre le Canadien. Alors, c'est intéressant, ça. Surtout que je pense que John Cooper aurait voulu essayer de donner sa meilleure équipe aux Canadiens pour respecter la course. Mais, de l'autre côté, Vasilevski joue toujours le premier des back-to-back. Ouais. Fait que je pense qu'on veut garder le rythme, garder la façon qu'on fait les choses pour leur premier gardien. Alors, c'est correct, mais je suis sûr que si tu joues pour les Blue Jackets, les Hurricanes ce matin, puis tu vois cette nouvelle-là avec Tampa Bay, surtout que Victor Hedman est blessé, c'est ça. Peut-être pas trop heureux de la formation de mai à Montréal. C'est ça, j'en parlais tantôt. Chambardement de trio à l'entraînement ce matin parce que le Lightning aussi ont eu des contre-performances. Là, ça pourrait être Sandman avec Pasquale parce que Louis Domingue a des problèmes de santé. Je ne veux pas dire que la porte s'ouvre, mais le Lightning va quand même être sur un 2-en-2. Fait que pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de... De toute façon, les 3 équipes qui sont dans la course, Pierre, leur gros match le plus difficile, c'est mardi. Jackets, c'est Boston, les Hurricanes, c'est Toronto, puis Montréal, c'est Tampa. Oui, malgré que je joue à Washington jeudi, si les Capitals n'ont pas encore décidé la division, ça ne sera pas trop le fun non plus. Là. Non, c'est parce que les 2 autres n'ont un facile l'avant-dernier, c'est ça l'affaire. Oui. Puis, écoute, c'est probablement que le match à domicile samedi contre Toronto, c'est le plus facile des 3, malgré que le fait que les Canadiens ne sont pas capables de battre Toronto cette année. Ben oui. Mais tu sais, les Leafs, s'ils en arrachent, si on parle de la Caroline qui joue contre les Leafs demain. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé samedi? Les partisans ne sont pas trop heureux ici à Toronto présentement, surtout que Boston entend en première ronde. Là, mais de cette façon-là, c'est peut-être pas des bonnes nouvelles pour le Canadien parce que peut-être que le match du samedi soir, il va y avoir un peu de pression sur les Leafs et Mike Babcock de vouloir jouer un match dominant avant les séries. Il est arrivé quoi samedi, Pierre? Ben, ils ont quand même, écoute, si on regarde les chances de marquer, puis le lancer au but, c'était pas mal en faveur des Leafs, mais Toronto avait leur numéro 2, Garrett Sparks, devant le filet. Il n'a pas gagné une grande saison, Garrett Sparks. Ça, c'est une histoire assez intéressante parce que il n'y a pas personne qui veut le dire publiquement, là, mais tout le monde le sait. C'est que Babcock, lui, je pense, il aurait voulu probablement garder, je pense, Curtis McElhinney, qui a été très bon dans le passé. Le vétéran comme numéro 2, Frederick Anderson. Mais pour des raisons qui font du sens, on a gardé le plus jeune Sparks, évidemment, il y a une plus grosse avenir que le vétéran McElhinney. Aussi parce que Sparks a gagné la Coupe Calder avec les Marlies l'an passé. Alors, le jeune DG, Carl Dubas, le connaît bien. Alors, tu sais, on peut comprendre les raisons. Mais il risque, la réalité, c'est que Curtis McElhinney a connu une meilleure saison, encore une fois, il a connu une meilleure saison en Caroline que Garrett Sparks a connu à Toronto cette année comme numéro 2. Tellement. Puis en plus, je pense qu'on ne l'a pas longtemps. Il me semble qu'on a re-signé Spark, fait que c'est encore plus incompréhensible. Oui, c'est assez étrange. Fait que, et pour revenir à la question de samedi soir, on verra probablement si les Canadiens sont encore en vie, là, mais... Moi, j'ai l'impression que... Moi, je pense que Mike Babcock va vouloir préparer son équipe pour les séries. Quand je dis ça, je veux dire, il va peut-être vouloir jouer tous ses meilleurs compléments, je pense, samedi. On verra. Il n'a pas encore prononcé. Évidemment, les Leafs ont quand même un match assez émotionnel qui attend ce soir à Long Island. Ouais. Le retour, encore une fois, de Tavares. Puis les Islanders qui, 2 fois, ont donné la claque aux Leafs cette saison. Fait que ça va être intéressant pour moi de voir comment les Leafs réagissent ce soir, non seulement parce que ça fait 2 fois qu'ils jouent des mauvais matchs contre la vieille équipe de Tavares, mais aussi qu'ils sort d'une autre séquence pas trop impressionnante dans la dernière semaine. Fait que, un match très intriguant ce soir, les Leafs contre les Islanders. Ouais, puis là, on jase, mettons, le Pierre. Là, si les Leafs, mettons, n'étaient pas capables de gagner leurs 4 matchs avant d'affronter les Canadiens samedi prochain, on aurait un record de code d'écoute samedi. Oui, possiblement. Possiblement. Ouais, ben sur nos pages, les gens commencent à rêver. Oui, c'est ça.
Ils ne sont pas assurés. Mathématiquement, ils ne sont pas assurés, puis ils ne jouent pas très bien par les tacos. Fait que c'est certain que les anti-Leafs à Montréal, ils pensent à ces affaires-là. Ben écoute, ça fait pas si longtemps que ça que c'était réel. Je veux dire, je dis pas que c'est réel, mais encore plus réel. Quand ils ont joué à Montréal, le match qui est en surtemps, les deux équipes, il y avait un point de différence dans le classement entre les deux équipes. Puis qu'est-ce qui est encore plus étonnant de ça, c'est qu'à ce moment-là, ce soir-là, les Bruins étaient derrière des deux. C'est ça. Ça fait longtemps de ça. Ils ont juste pogné ils ont comme passé sur un champignon magique comme à Mario Bros, puis sont partis comme une fusée pour ne jamais plus regarder derrière. Écoute, juste avant de quitter le Canadien pour de bon, Pierre, Marc vient de parler de ces jeunes en disant je ne veux pas dire que j'ai la meilleure équipe avec les jeunes, mais j'ai parmi les meilleurs parce que là, Poehling est signé, Primo est signé, Josh Brook va se rapporter à Laval. Je sais qu'on ne les regarde pas tout le temps parce qu'on suit tellement la Ligue nationale de hockey, toi et moi, mais c'est de bonne augure. Le Canadien est quand même bien placé là, avec ces jeunes joueurs. Là. Je comprends. Puis écoute, je n'ai pas vu sa conférence de presse. Fait que je ne sais pas si les journalistes se sont demandé aussi sur le Russe Romanov. Oui, il l'a rajouté dans le lot. Là. OK. Parce que lui aussi, un joueur très important dans la Ligue du Canadien éventuellement. Là. On verra. D'ailleurs, parenthèse, on a eu Craig Button en entrevue, ton collègue, il n'y a pas longtemps. Et lui, il a tout simplement dit, ce gars-là joue déjà KHL à 18 avec des adultes. Il est NHL ready pour l'an prochain. Si jamais il traverse pour s'en venir, il est prêt pour la Ligue nationale de hockey. Il le trouve bon à ce point. Oui, c'est ça. Puis je pense que tout le monde en a parlé déjà, mais c'est intéressant que Bergevin a été le voir le mois passé en Russie. Pour lui parler, mais je suis pas sûr qu'est-ce que ça veut dire pour ce qui vient l'année prochaine ou l'année après, on verra, là, mais ça va être un joueur important. Écoute, le championnat du monde junior a été une fenêtre très importante pour voir justement la relève qui s'en vient pour le Canadien. C'est sûr que des fois, il y a des gars qui vont bien au championnat junior, ça ne veut pas dire qu'ils vont être des étoiles de la Ligue nationale, là. Mais moi, ce que j'aime de Poehling, ce que je vois, un joueur intelligent, à deux sens, tu sais, un joueur qui, justement, le genre de joueur, je pense que Claude Julien va aimer avoir quand il est prêt. Évidemment, avec Cayden Primo, c'est un peu différent parce qu'il y a au moins un gardien de revenir à Montréal qu'on connaît. Ouais. Mais, tu sais, qu'est-ce que ça me fait penser, moi, Martin? Moi, je me rappelle quand j'étais au repêchage en 2005 à Ottawa. Puis le Canadien a repêché Carey Price 5e. Est-ce que tu t'en rappelles de la façon que les gens ont réagi? Oui, je me souviens même, moi, comment j'ai réagi. Je donnais un coup de pied en TV. Ben, parce que José Théodore venait juste de gagner le trophée Hart, ou 2 ans avant, là, mais quand même. Tu sais, fait que tu disais, surtout, je me rappelle qu'Andy Kopitar, je ne reviens pas qu'il avait descendu à 11e, je pense, dans ce repêchage-là, mais finalement, tu regardes ça... C'était une décision du Canadien de l'avoir repêché. Mais aussi, qu'est-ce qui a changé assez vite fait? C'est le fait que, avec les gardiens, tu dois être très patient puis tu dois attendre. Tu as un jeune espoir comme gardien aujourd'hui. Ça va prendre un bout de temps avant que tu vas le voir dans les nationales. Ça, j'essaie de dire avec Cayden Primo, c'est que les gens ne veulent pas vraiment penser à son utilisation avec le Canadien parce qu'on a un des meilleurs gardiens de l'histoire du Canadien déjà dans le filet. Mais ça change vite, ça, je sais dire. C'est important d'avoir la profondeur à cette position-là, même si tu es le meilleur au monde. Exact. Puis domine à chaque niveau. L'exemple, moi, je vais prendre pour te rejoindre. Matt Murray, universitaire, outstanding. Il est arrivé dans la Ligue américaine de hockey, a fait sa marque avec des chiffres qui ressemblaient à ce qu'il faisait avec le collège. Fait qu'on n'a pas eu le choix de se faire une place comme 2e à Pittsburgh, puis on connaît la suite des choses. Oui, c'est ça. Puis s'il y avait un gars qui était indélogeable à Pittsburgh, c'est bien Marc-André Fleury, tu sais. Mais c'est une business de qu'est-ce que tu as fait pour nous autres récemment, puis ça va rester comme ça. Puis d'ailleurs, à la fin de la journée, quand tu développes la profondeur, que ce soit dans les buts ou à la défense ou dans les joueurs d'avant, ça devient des morceaux pour le DG. D'une façon ou l'autre, soit un morceau qui devient partie de ton noyau ou toi-même, à ton équipe, ou tout à coup un joueur que d'autres équipes veulent avoir au fil des années et tu peux utiliser pour aller remplacer un autre tour. Fait qu'il y a toutes sortes de raisons pourquoi que les partisans du Canadien ne devraient pas s'inquiéter qu'ils vont peut-être avoir deux gardiens étoiles dans le même filet dans 2 ans.
c'est pas vraiment même que ça fonctionne, premièrement, là, mais deuxièmement, c'est absolument... C'est bon d'avoir de la profondeur, même dans une position où tu te sens, où tu n'as pas besoin. Tellement. Je suis en accord avec toi. OK, lâchons le Canadien un peu, puis j'espère, exemple, qu'on a répondu à la question de Claude Marion au sujet des Leafs de Toronto. Tu en as parlé, Pierre, mais si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Tu as parlé des... qui s'en va affronter? Les Leafs qui s'en vont affronter ce soir, les Islanders. De Bill Masterton, le candidat pour les Islanders, c'est Robin Leonard. Y a-tu quelqu'un qui peut le challenger pour ce trophée-là, puis que je me souviens pas de l'histoire, Pierre, parce que je sais pas si tu as vu l'extrait, la clip de Leonard qui se fait interviewer sur la glace, puis qui dit « Oui, les séries éliminatoires, qui aurait mis un 2 piastres, les Islanders de New York, quand ils sont allés chercher Leonard à la fin des agents libres. » C'est extraordinaire comme histoire. Très belle histoire, puis écoute, la réalité, c'est que c'était pas leur premier choix non plus. Là. Les Islanders avaient essayé... Non, mais je veux dire, ça arrive de même des fois dans le sport, mais là, Merlot avait essayé d'échanger pour Philippe Grubauer des Capitals, puis je pense qu'il avait été frustré qu'il n'ait pas été capable d'aller chercher. Puis je blâme pas les Capitals qui sont dans la même division, mais ils ont échangé Grubauer à Colorado au lieu au mois de juin, parce qu'ils ne voulaient pas l'avoir dans leur division, évidemment. Ouais. Puis Grubauer, d'ailleurs, après des problèmes, moi je pense cette année... avec ses performances, il devient une raison que le Colorado tout à coup dans la série. Il joue très bien pour l'Avalanche. Mais en tout cas, pour des raisons ou l'autre, on arrive avec Robin Leonard avec les Islanders, puis un projet après ses performances à Buffalo. Puis écoute, on connaît les raisons parce qu'évidemment, il a dû survivre des choses très sérieuses en dehors de la glace, mais tout un courage, une inspiration pour tout le monde de voir comment il sort de ça. Puis c'est sûr qu'il va gagner le Masterton. Bon, tu me demandes pour d'autres candidats. Je peux te donner un Joe Thornton qui regarde la définition du trophée, la persévérance, etc. Écoute, il y avait deux opérations au genou l'année passée. Il revient de ça, connaît une très belle saison comme un joueur de 40 ans. Alors, moi, ça serait probablement mon candidat numéro 2, là, mais il y en a d'autres, évidemment. J'aime ça. Ça fait des belles histoires. Puis, tu sais, quand on parle des bons directeurs gérants, Tim Murray qui s'en va chercher Leonard puis qui paye le gros prix parce qu'il est convaincu que Leonard va garder les buts pour lui à Buffalo de la façon qu'il le fait cette année avec les Islanders. Ben oui, c'est ça, justement. Tu vois comment ça change vite. OK, j'ai vu ton post sur la Ligue canadienne de hockey féminin. J'ai fait un post à peu près semblable, Pierre. Petite parenthèse comme ça, on ne va pas parler des Canadiennes alors qu'on est en pleine course des séries éliminatoires pendant 1h30, mais je calculais, tu sais, le budget qu'ils ont mis cette année, 3,7 millions pour la Ligue, 6 équipes. Ça représente 119 000 divisé par 31 équipes de la Ligue nationale de hockey. Je me disais, tu sais, je suis cave, moi, la Ligue nationale de hockey, ferais-tu pas un bon move de dire, hey, chaque équipe, on met 300 000 dans le chapeau, puis on essaie de partir quelque chose avec cette ligue-là. On met des matchs à NHL Network, on fait la promotion, on met ça droite, tu sais, que ça a l'air, tu sais, liché comme produit parce que ça représente nos pays, ça représente notre produit, ça fait plus de monde qui est intéressé au hockey, que ce soit les hommes ou les femmes. Tu sais, 300 000 par équipe, ça fait 10 millions avec les Seattle quand ils vont rentrer dans la ligue. Il me semble que... Je sais que les gars de la Ligue nationale de hockey savent plus comment faire de l'argent que moi, mais mettons, ça a-tu du sens? Non, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis d'accord. Écoute, c'était mon tweet hier après la nouvelle triste de la Ligue canadienne de femmes. Et puis, écoute, c'était pas mon post aujourd'hui. Je partageais le post de ma collègue à l'Atlantique qui couvre le hockey des femmes. Mais, moi, j'aimerais vraiment que la Ligue nationale de hockey se présente fortement dans ce dossier-là. Jusqu'à présent, la façon que Gary Bettman a réagi quand il s'est demandé de ça, c'est qu'il y avait deux ligues, puis la Ligue nationale de hockey ne voulait pas prendre un côté un ou de l'autre. Il y a de la Ligue nationale aux États-Unis des femmes, puis évidemment, on avait la Ligue canadienne. La Ligue nationale de hockey, il ne voulait pas prendre un côté sur l'autre. Fait qu'il était comme neutre là-dedans. Mais là, c'est fini cette affaire-là. Il reste juste une ligue, la Ligue qui est basée à Boston. La Ligue, cette ligue-là, parle déjà dans les dernières 24 heures d'ajuster deux équipes canadiennes, probablement, j'imagine, à Montréal, pas à Toronto. Mais, tu sais, est-ce que c'est assez? Moi, j'aimerais beaucoup que la Ligue nationale de hockey s'implique financièrement, pas juste financièrement, par exemple, mais même sur le côté management, côté de partager des idées, partager des...
la façon d'opérer une ligue, etc. Je pense qu'il y a bien des choses, moi, que le circuit Gary Bettman pourrait faire pour aider le hockey des femmes. Puis j'espère qu'on le voit. Mais évidemment, c'est des grandes décisions à faire, mais moi, j'espère qu'on le voit parce que, tu sais, moi, j'ai 2 filles qui jouent au hockey. Le hockey féminin a explosé dans les derniers 20 ans. Plus en plus de filles qui jouent le sport. Mais moi, je pense qu'on a besoin d'une ligue, une ligue de femmes qui est forte, qui a un avenir et qui peut inspirer. Je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, je suis convaincu que la mise en marché, l'image lichée là, que la Ligue nationale de hockey pourrait amener, comme la NBA, là, c'est la WNBA. Ouais. La Ligue nationale de hockey pourrait profiter de ça. Puis, je pense pas que c'est de mettre les équipes dans la rue, de dire, regardez, on va se partir une business à la gang, puis ça va marcher. Oui, non, je suis totalement d'accord. Il y a beaucoup à suivre là-dessus, là, mais j'espère que... Ah, j'ai aimé que tu spécifies qu'il ne voulait pas prendre d'un bord ou d'un autre. J'adore cette rectification-là. Écoute, j'aurais pu te jaser de cette série qui est maintenant officielle, San Jose-Vegas. On va avoir la première ronde 40, mon Pierre. Ça va être hallucinant. Ah, hey, c'est surtout les match-ups 2-3, évidemment, que ça va être assez intéressant. Cette année 1, évidemment... le perdant de la course, disons qu'il y a 2 équipes dans la centrale qui vont être 2 et 3. Ça va être assez intéressant. Puis évidemment, Boston-Toronto. Mais en tout cas, ça va être le fun, c'est sûr. Moi, je pense que Vegas a une chance d'aller à la finale de la Coupe Stanley encore une fois. Parce que les Sharks ont des blessures. Probablement que c'est Calgary le plus gros test qui attend Vegas, éventuellement. Winnipeg et Nashville ont de la misère. Saint-Louis est en feu. Fait que l'Ouest, c'est très inspirant cette année, encore une fois. Moi, si tu me demandes avec les 6 équipes dans l'Ouest, les 6 meilleures formations, comme c'est là, moi, ma gageure serait avec Vegas. Ah, c'est incroyable. Puis t'imagines-tu si Saint-Louis coiffe Winnipeg et Nashville en tête de la division, on aurait une première série Winnipeg-Nashville. En première ronde. Hey, je dormirais pas, moi. Il va falloir que, si le Canadien rentre, il va falloir que je regarde ça. Il va falloir que je regarde Toronto, Boston. Il va falloir que je regarde Nashville, Winnipeg, San Jose, Vegas. On dort quand? On peut dormir au mois de juillet au chalet. Oui, c'est ça qui va arriver. Puis on n'a pas parlé de Calgary qui, eux en plus, ils vont commencer certainement avec Mike Smith, mais ils auront toujours Riddich si jamais il se passe quelque chose avec Smith, je présume. Oui, c'est ça. On verra. Puis on devrait en parler vite avant que je m'en aille. C'est que le travail de Brad Treliving, très sous-estimé comme directeur gérant, selon moi, Martin. Puis tu parles de l'échange. Ça a quand même aidé les 2 équipes, on dirait, la grosse échange entre Caroline et Calgary l'été passé au mois de juin. Lindholm qui passe aux Flames, Dougie Hamilton qui a connu toute une saison, surtout en deuxième moitié avec les Hurricanes. Mais c'est sûr que les Flames en première place et de loin dans l'Ouest, beaucoup de constance dans leur jeu. C'est comme tu dis, c'est dans les buts qu'on a peur pour eux autres. Parce que ni Riddich ni Smith inspirent à 100%, mais écoute, c'est correct. Chaque équipe a leurs défauts. Puis chez les Flames, on espère que Mike Smith trouve la constance ou David Riddich. Mais à part de ça, l'offensive, la défensive, Mark Giordano qui pourrait gagner le trophée Norris. Il y a bien des choses à aimer chez les Flames cette année. En 35 ans, mais là, tu peux pas partir un sujet comme ça sans que je puisse te poser une question. Brian Burke s'en va. C'est-tu parce qu'on a enlevé les menottes à Treliving puis qu'il a fait une hell of a job ou ça n'a pas rapport? Je pensais pas qu'il y avait de menottes. Treliving, quand tu lui demandes de Brian Burke, il dit que Brian Burke le supportait beaucoup. Okay. C'est juste que je pense qu'il y a des choses que Treliving a faites depuis son début, que ça prenait des années peut-être à se faire évaluer. Tu sais, des choses, des fois, tu fais quelque chose, c'est 3 ans plus tard que tu comprends l'impact. Fait que, non, écoute, c'est une équipe intéressante, Calgary. Comme je te dis, s'ils peuvent avoir un gardien de but pour les séries, ça va être une équipe à battre. Mais c'est pour ça que j'aime Vegas tellement. Là. Depuis l'acquisition de Mark Stone, une équipe en santé, puis tu as Marc-André Fleury à ses meilleurs moyens. S'il est en santé, moi, je pense que c'est ça qui fait Vegas tellement dangereux, encore une fois. Puis, avant que je te laisse, il y a quelqu'un qui a posé la question sur nos pages, parce qu'à la semaine passée, quand les Panthers sont passés, j'ai eu l'information comme quoi que c'était pas chic dans le vestiaire des Panthers. On parlait d'un gros country club, quelque chose de pas possible présentement qui se passe avec les Panthers. Puis il y a un auditeur qui m'écrit, il dit « Martin, tu devrais en parler avec Pierre. » Puis il dit « Moi, en plus, j'ai appris que Luongo, il n'a même pas demandé de venir à l'aréna pour la game. Il a dit de retourner chez lui.
alors que la partie était à Montréal. Peux-tu demander à Pierre? Je ne sais pas si tu as les mêmes informations. Dale Talon, moi, je pense qu'il y aura maison nette avec les Panthers la saison prochaine. Ben, j'ai fait justement, mardi passé, j'ai fait un gros texte sur les Panthers, sur l'Athletic. Martin, tu l'as peut-être pas vu, mais c'est à peu près, j'ai fait comme 2000 mots sur les Panthers et leur avenir. Puis j'ai cité Dale Talon dans mon texte, qui prévoyait de faire plusieurs changements après la saison. Je pense qu'on va aller très fort pour essayer de signer Panarin, Bobrovsky, etc. Mais je pense qu'on va avoir d'autres échanges. On n'est pas satisfait du tout du rendement de l'équipe. Puis il y a une des raisons qu'on veut faire plusieurs changements, c'est que le propriétaire, Vinny Voyaola, il commence à être fatigué. Tu sais, c'est un gars qui met de l'argent, mais il commence à être fatigué que son équipe manque toujours une série. Alors on veut essayer de créer un buzz en Floride avec pour l'année prochaine pour voir si l'équipe devient une équipe qui peut gagner. Est-ce que ça va faire une différence pour vendre des billets? Est-ce que ça va être viable? Ça. Alors, il y a beaucoup de pression sur les Panthers de changer les choses cet été. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a une chance qu'on peut changer d'entraîneur-chef aussi avec les Panthers. Pour la question spécifique sur Luongo, je peux dire que moi, j'ai parlé avec Roberto le jour avant, parce que les Panthers étaient à Toronto. Puis, il m'avait dit ce matin-là qu'il était tellement excité de jouer à Montréal le lendemain. C'était très spécial pour lui. Pour des raisons, je pense qu'on peut spéculer. Je veux dire, on n'est pas sûr de son avenir après cette année. Alors, j'en ai pas parlé avec lui depuis, mais premièrement, je te garantis qu'il aurait été très déçu de ne pas avoir joué à Montréal le lendemain. Ben, c'est ce qui est arrivé là, pour les gens qui ne se souviennent pas. C'était Reimer devant le filet, puis c'était Montembeault qui était son second. Oui. Bon. À cause que Luongo a rentré pour Montembeault dans le match à Toronto, on a décidé de changer de plan parce que Luongo ne joue jamais back-to-back maintenant à son âge, mais moi, je te dirais que vu que la saison est tellement finie pour les Panthers, puis on ne sait pas c'est quoi l'avenir avec Roberto, moi, je pense, moi, je leur ai demandé la question. Je suis sûr que Roberto aurait dit qu'il aurait joué à Montréal. En tout cas, c'est malheureux. Puis quand j'ai demandé à Roberto sur son avenir, écoute, il était très honnête. Il m'a dit que c'est évident. Il voit les rumeurs, puis il sait que les Panthers ils vont vouloir aller chercher un numéro 1. Mais je pense qu'il serait prêt à être numéro 2 s'ils le veulent. Mais l'autre chose que je te dirais, c'est que, parce qu'il y a encore 3 ans sur son contrat, je pense pas qu'il va aller jouer quelque part d'autre. Sa vie est en Floride avec sa famille. Fait que, en tout cas, on verra. C'est un des grands gardiens de notre époque. Puis c'est un gars qui a toujours été très, très sympathique. Puis j'espère le mieux pour Roberto. Oui, puis tu sais, les Panthers, comme second, je pense que c'est un excellent coéquipier. Puis tu rachètes Reimer, puis le problème est réglé. Tu as Bobrovsky 1, puis Luongo 2. C'est ça que je ferais. Puis, tu sais, en vrai salaire, c'est sûr que son chiffre de plafond salarial pour Roberto, c'est 5,3. Alors, c'est un peu cher pour un numéro 2. Mais en vraie vie, son salaire descend à 1,6 million l'année prochaine. C'est ça. Fait que, c'est quand même correct pour un 2. Tu sais qu'à quand on se reparle la semaine prochaine, on connaît les match-ups des séries. Hein? Ça va être le fun. On va avoir du fun. Profite de ta semaine. En plus, j'ai appris que vous faisiez 2 matchs canadiens cette semaine. Donc, on a sorti les budgets. Pierre Lebrun, coast to coast, on va t'écouter. Bon, ben parfait. Écoute, puis je vais te laisser avec ça. Mon texte qui sort plus tard aujourd'hui, j'ai été capable de pogner Ralph Kruger au téléphone de l'Angleterre, l'ancien entraîneur de la Coupe du monde de l'équipe d'Europe. Puis il m'a donné des nouvelles informations sur son avenir. Il pourrait possiblement inclure un retour au hockey, Martin. Alors, je vais te laisser avec ça. Parfait. On suit ça, c'est sûr. Un gros merci, Pierre, puis on se rejase lundi. Parfait. Bye. Bye. Pierre Lebrun, on en aurait pris, hein? Ben quoi? Il y a quelqu'un qui a écrit. Je pense qu'il y en a 2 même qui ont écrit. On prendrait 2 heures de show. Oui, moi je réponds. Vos suggestions sont toujours les bienvenues, mes chers auditeurs. Ouais. Puis j'espère au fil de ces conversations-là avec Pierre qu'on a répondu à quelques-unes de vos questions. Là. Je pense que ça a été le cas. Là. Toi, tu as posé la question. 250, ils disent parce Vegas, que Vegas, puis il y a un paquet d'équipes qui sont en série dans l'Ouest qui sont derrière le Canadien. Puis on en parlait tantôt avec Pierre, à quel point c'est le contraire. Avant, dans l'Ouest, tu faisais série à 100 points en 8e place. Ouais. Là, le Canadien, ce que je disais tantôt, c'est je pense que ça va prendre 90 points pour rentrer. Et en espérant que la Caroline échappe à un match des 3 qui restent. Ben honnêtement, tu résumes pas mal les commentaires de tout le monde aujourd'hui. Pat, il réagit là-dessus sur justement
les séries. Il dit toujours d'accord avec Pierre, mais pas nécessairement d'accord pour l'an prochain du côté du Canadien qui voit les autres équipes progresser comme Buffalo, Floride. On a parlé de Floride. Ottawa, je ne suis pas trop sûr. Je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps. Détroit, je ne sais pas. Ça va être quoi l'année prochaine, mais comme vous dites depuis tantôt, ça peut changer assez rapidement. Il y a plusieurs commentaires aussi. Puis encore une fois, j'espère que Pierre a répondu à vos questions. Qui va rentrer dans l'Ouest? C'est Christian qui posait ça un petit peu plus tard. La course est serrée, mais je pense que les Coyotes vont manquer un peu de temps par rapport à l'Avalanche du Colorado qui a un point de plus avec un match de plus à jouer. Ouais. Mais c'est quand même une belle histoire, les Coyotes, qui se battent pour une place en série. Absolument. James qui demande Luongo comme substitut à Price l'an prochain. Aussi. Non, on pense que Luongo, sa femme vient de la Floride, on pense qu'il veut rester là. Fait que si ça ne marche pas avec les Panthers, on va lui demander de devenir un dirigeant pour pas qu'il prenne sa retraite parce que là, sinon, ça pénalise tout le monde, ça pénalise les Panthers, les Canucks. Donc, c'est une façon de contourner le règlement, un peu comme Chris Pronger avait fait avec les Flyers. On va dire, t'as de l'eau dans le genou, c'est fini, puis va pousser un crayon. Oui, Mariana, ça, avec sa maladie de peau également, ça avait été ça. Réaction par rapport au point de presse de Bergevin que vous avez eu la chance de voir pendant On Jase. Vous avez été nombreux, effectivement, à réagir et à l'écouter. Robert dit Bergevin semble toujours en contrôle. Il aime qu'il ne se laisse pas ébranler par les questions des journalistes. C'est vrai qu'il avait l'air calme. Il est en bonne position aussi là, présentement parce que on se bat pour une place en série puis il reste encore de l'espoir pour les partisans. Moi, je trouve que c'est un bon timing là, pour ce point de presse-là. Puis évidemment, on aura la chance de l'écouter à la fin de la saison. Est-ce que ça sera la semaine prochaine ou est-ce que ça sera dans 2-3 semaines? Bref, voilà, vous avez été encore une fois génial. J'espère que même si on n'a pas posé vos questions précisément, là, qu'on a répondu à quelques-unes de vos interrogations pendant l'émission. De toute façon, il faut qu'on vous laisse. Le char sur le parcomètre, fait que ça achève. OK. Tu es obligé d'y aller. Luc, tu as été excellent. C'est bon. En direct du nid de Montréal, nid des Alouettes. Merci à Guillaume également à mise en onde. Merci à vous d'avoir été là. Demain, jour de match, soyez là. On va avoir du fun, je suis pas mal sûr. Le Canadien qui est obligé de l'emporter pour espérer demeurer dans cette course aux séries éliminatoires. On se rejase demain pour une autre édition de On Jase.